Un. Vous êtes un homme comme tous les hommes, pour tout dire un homme normal. Vous vous rendez en pleine campagne dans la maison de vos beaux-parents pour fêter Noël. Votre chérie, que vous appelez aussi ma compagne, voire elle, suivant les circonstances relationnelles, s'y rendra directement en sortant du boulot, parce que c'est plus pratique. Plus pratique pour elle. Vous avez donc la joie de faire le trajet avec votre fille qui, comme à son habitude, est assise sur la banquette arrière, entre les deux sièges de devant, alors qu'elle devrait être sur son siège réhausseur. Il fait froid, il fait nuit, la chaussée n'est absolument pas déneigée dans cette cambrousse paumée, vous en avez déjà assez de cette soirée qui ne fait que commencer, mais c'est Noël. Papa, pourquoi je peux pas regarder un dessin DVD ? Parce que dans l'auto de papa, il n'y a pas de lecteur DVD, ma puce. Et puis on ne dit pas dessin à DVD, mais dessin animé. Assieds-toi sur ton siège réhausseur, s'il te plaît. Papa, pourquoi dans la voiture de maman il y a un lecteur de DVD et pas dans celle de à toi ? Parce que dans ma voiture, il y a des fenêtres et que du coup, on peut voir tout ce qu'il se passe dehors, comme dans un film, sauf que c'est en vrai. Mais il fait tout noir. Dans certains films, il fait noir aussi. Il fait jamais noir dans Bambi. J'aime bien les Bambis comme animaux. On ne dit pas Bambi, mais biche, ma puce. Tu sais, dans ma voiture, on peut voir des Bambis en vrai. Même pas vrai. Si, tu vois ce panneau ? Il indique que des biches se promènent parfois par ici et qu'il faut faire attention pour ne pas les écraser. Il est pas bien dessiné, le Bambi. Vaut plein phare aveugle une biche effrayée qui ne sait pas trop si elle ferait mieux de foncer ou de faire demi-tour. « Regarde, papa, c'est Bambi !» Un boum, suivi d'un crac, les deux roues de devant qui lui passent sur le corps, puis d'un second crac pour les roues arrière, et enfin le de vos pneus qui glissent. Sans réfléchir, vous faites marche arrière. Votre fille regarde avec des yeux débordants d'incompréhension, crac et recrac. Vous vous sentez con, très con. Vous coupez le moteur, prenez une respiration, puis regardez votre fille en tâchant d'être aussi rassurant que possible. Je vais voir. Ça ne rate pas, elle pleure, mais l'urgence est d'aller constater les dégâts. Gloups. Le pare-choc est ruiné, le capot est cintré et le phare avant gauche pété. Vous vous accroupissez. Le diagnostic est sans appel. La biche est décédée. Vous ne savez pas ce qui est le plus insupportable. La trace de pneu sur le corps, la langue pendante de l'animal ou son regard vide. Toutouing, un texto. T'arrives quand ? Signé votre chérie. Chaque chose en son temps. En cas de situation difficile, le principal est de définir des priorités. 1. La biche. 2. Votre fille. 3. Votre chérie. Vous ne voyez qu'une seule solution. La foutre dans le fossé. La biche. Les difficultés se conjuguent, quant à elles, au pluriel. La plus importante étant de faire en sorte que votre fille ne s'aperçoive de rien, afin d'éviter qu'elle ne raconte à tout le monde que papa il a jeté Bambi dans le fossé. Le tout sans saloper votre beau costume, bien entendu, parce que c'est Noël. Action. Le problème, c'est qu'une biche morte, c'est super lourd. En plus, il n'y a pas de prise. Au moins les cerfs, ils ont des bois sur la tête.
Vous attrapez l'animal par les oreilles, vous vous cambrez, tirez un coup sec. Ça vient un peu. Il va falloir plusieurs coups de rein en arrière pour la mettre dans le fossé. Un coup d'œil vers l'habitacle. Votre fille a l'air calmée. Elle est très soupolée, tout comme sa mère. Mais dans le cas présent, cela a du bon. Vous attrapez les pattes. Ça va nettement mieux en tirant sur les pattes. Votre téléphone sonne. Ce n'est pas le moment. Mais une petite pause ne pourra pas vous faire du mal. « Salut, ça va ?» dit un mauvais imitateur d'Hannibal Lecter. « Qui est à l'appareil ?»« Oula, mon petit père, toi t'as l'air préoccupé. Qui est... »« C'est bon, j'ai compris, c'est moi, Serge. » Votre collègue confident, dépanneur informatique et conseiller conjugal, tout en un. Écoute, là, ce n'est pas le moment. Si t'es dans la mouise, c'est que j'appelle au bon moment parce que qui c'est qui te sort toujours de tous tes tracas? J'ai renversé une biche en voiture. Ça, c'est du vilain. Sans blague, vous coincez votre portable entre l'épaule et le cou tout en attrapant l'animal mort. Tu vas devoir appeler les flics, faire une déclaration, un constat. Un constat? Mais j'ai pas que ça à faire. C'est Noël, merde. Un coup de rein supplémentaire. Pendant ce temps, Serge continue d'argumenter sur l'importance de faire les choses dans les règles, et que si chacun y mettait un peu du sien en se comportant de manière éco-citoyen responsable, on n'en serait pas là où on en est. Encore 3 fois et ça devrait aller. Un regard vers votre fille. Cela vous étonne d'être aussi multitâche. Celle-ci vous fait un signe que vous ne comprenez pas. Et merde! Vous êtes étalé dans le fossé avec la biche gisant sur vos genoux. Votre fille tape au carreau, vous invitant à regarder sur votre gauche. Vous tournez la tête. Une voiture vous aveugle. Le son reconnaissable du frein à main vous indique que vous avez un nouveau problème à gérer. Plutôt deux. 2 imposantes silhouettes sortent du véhicule. « Alors, monsieur, on braconne ?»« Non, pas du tout. »« Vous savez que c'est interdit de tuer une biche ? » ?»« Mais je n'ai pas voulu. »« Nous non plus, on ne l'a pas voulu, mais on l'a quand même eu. » Vous ne comprenez pas trop la blague, mais la question n'est pas là. Ce qui vous taraude à l'esprit est de savoir qui sont ces types. Ils ont des cheveux très courts, portent des treillis et affichent un air aussi jovial qu'inquiétant. 3 hypothèses s'offrent à vous. 1. Ce sont des chasseurs braconniers qui aimeraient récupérer cette foutue biche. 2. Ce sont des flics en civil qui vous font mariner avant de vous verbaliser. 3. Ce sont des militaires en mission de repérage ultra secrète qui, dégoûtés d'être en faction un soir de Noël, sont bien décidés à s'amuser un peu avec vous. Le type qui vous parle vous braque sa torche en plein visage. Un billet de 50 et on s'en débarrasse pour vous. 50 ? Pour une biche ? Si vous préférez gérer les flics, la déclaration, le constat, la plainte de la Société protectrice des animaux, avec en supplément l'avocate de Brigitte Bardot, on vous laisse faire. Mais sachez que nous, on sait. Vous ouvrez la bouche, ne voyant pas quoi dire d'autre à part vous préférez la refermer, saisir votre portefeuille et tendre un billet de 50. Alors que le type le saisit, vous le retenez car vous prenez conscience que c'était le billet prévu pour Jessie, votre neveu, pour qui vous avez oublié de faire la petite enveloppe d'ailleurs. Le type tire un coup sec, empoche le billet et lance dans un sourire « Merci bien, monsieur ». Vous faites demi-tour, mais il vous rappelle « Il va pas s'en aller comme ça, monsieur. Il va nous aider à porter la bête. » Une violente prise de conscience s'opère en vous. Vous êtes un pigeon. Non, le dindon de la farce. Même pas. Une bonne poire. Pire, les 3 en 1. Les 2 gaillards vous tirent de vos élucubrations et vous ramènent à la dure réalité du transport de la biche. Théoriquement, le poids devrait être divisé par 3, mais le souci, c'est qu'il vous laisse gérer l'arrière-train bien plus pesant, préférant s'emparer des pattes de devant avec une rageante facilité.
Vous portez poussivement le bestiau en soufflant comme un asthmatique qui aurait grimpé 4 étages sans ascenseur avec un pack de 6 bouteilles d'eau dans chaque main. Les 2 briscards ricanent sans complexe. Le rangement, ou plus exactement le pliage, de la bête dans le coffre de la voiture est aussi compliqué que sordide. Votre maladresse commence sérieusement à agacer le plus silencieux des deux, qui, d'un geste ferme et autoritaire, vous écarte du coffre. Vous reculez en montrant le plat de vos mains et en marmonnant un truc du genre « c'est bon, je vous laisse faire ». Le type sort de sa poche un couteau et se retourne aussi rapidement que la lame de son cran d'arrêt. Ils sont suffisamment larges d'épaules pour que vous ne voyiez absolument rien de ce qu'ils sont en train de bricoler, mais le fait que cela prend un temps certain et qu'ils s'agitent nerveusement vous laisse supposer, à très juste titre, qu'ils galèrent sérieusement. Ce constat vous autorise à lâcher un petit gloussement cynique. Le taiseux se retourne avec un air mauvais, puis se replonge dans le coffre de la voiture. Pas mécontent de votre mesquinerie, vous riez intérieurement. Votre sourire s'éteint d'un coup lorsque le parleur se retourne du coffre et vous fourre dans les mains une paire d'oreilles de biche. « Un petit souvenir, monsieur, et joyeux Noël !» Les portières claquent. Le moteur vrombit. L'odeur du diesel vous enfume les narines. « Putain, c'est quoi cette merde ?» Lâchez-vous en regardant vos mains. Sans réfléchir, vous fourrez les oreilles sanguinolentes dans les poches de votre pantalon. C'est froid, gluant et ça colle. Connerie, mon beau pantalon. Cette soirée, censée être sympathique, qui n'en est qu'à son prélude, commence à prendre des airs de cauchemar. Vous vous autorisez tout de même à barrer mentalement une priorité de votre liste, la biche. Il vous reste à gérer votre fille. Vous vous approchez de la voiture en cherchant un truc plus ou moins cohérent à raconter, mais votre oreille est attirée par un bruit reconnaissable. Tout-tout-twing, tout petit, lointain, étouffé. Le portable. Vous fouillez dans vos poches. Bon sang, fichue oreille de biche. Le tout-tout-twing insiste. C'est sans doute votre 3e priorité qui se rappelle à votre bon souvenir. Elle. Votre oreille vous attire vers le fossé. Votre mobile a dû tomber en même temps que vous. Hypothèse très probable, même si pour le moment vous ne voyez rien. Un éclair de génie vous indique la solution. La lampe torche. Vous affichez un sourire totalement forcé et ouvrez la portière conducteur. Votre fille, qui est assise à droite du volant, alors que vous lui avez bien dit que ce n'est pas bien, vous demande avec une pointe de dégoût dans le regard « Papa, t'as quoi sur les mains ?» Papa fait tomber son portable. Il prend la lampe torche et on redémarre. « Comme la chenille ?»« La chenille. Dans la chanson que papy chante, il y a la chenille qui redémarre. » « Oui, ma chérie, c'est ça. Après, on redémarre pour aller chanter avec papy. Youpi !» Vous fouillez dans le vide-poche. Rien. Vous vous penchez vers votre fille qui tape dans les mains en chantonnant très faux « La chenille qui redémarre. » Vous parvenez à ouvrir la boîte à gants. Hurrah! Vous appuyez sur le bouton. Elle s'allume. Vous sortez victorieux et commencez à inspecter ce foutu fossé tel un expert un peu stressé. Il faut bien l'avouer. Le problème des torches à LED bon marché, c'est qu'elles n'éclairent pas très fort, pas fort du tout. Après avoir creusé la neige, vous finissez par retrouver votre satané portable qui, contre toute attente, n'est même pas éteint. Vos collègues, qui vous reprochent toujours d'avoir un téléphone des années 2000, seraient sans doute devant un iPhone définitivement hors service. Sans attendre, vous lisez vos textos qui sont au nombre de 3. Texto 1. Bah alors, tant pis, on t'attend pas pour le foie gras, signé votre compagne. Texto 2. Si aller sur le net, ça craint ton truc, surtout
S'il y a des témoins, fais gaffe. Signé Serge. Texto 3. Ta pensée au billet pour Jessie. Signé L. Vous collez le mobile gelé contre votre oreille, tout aussi froide. Vous n'avez pas de nouveaux messages. La voix grésille un peu. Il a peut-être pris un petit coup quand même. Ce sera l'occasion de vous en faire offrir un nouveau. Vous le rangez dans la poche droite de votre pantalon. Merde, mais qu'est-ce que je fais avec ces putains d'oreilles de biche? À cet instant précis, vous prenez conscience de 2 choses. 1. C'est complètement con de garder ses oreilles. Certes, on vous a toujours appris à ne jamais refuser ce que l'on vous offre, mais justement, c'était l'exception qui confirme la règle. Fallait pas accepter. 2. Votre poche de gauche est vide. Où est cette putain d'oreille? Une nouvelle priorité s'impose à vous, que vous nommez 1 bis, l'oreille de la biche. Vous vous mettez à fouiller frénétiquement la neige. Rien. Vous vérifiez dans l'autre poche, celle de droite. L'oreille gauche est toujours là. Ouf. Vous la retirez et l'enfoncez dans la poudreuse qui n'en demandait pas tant. La priorité 1 bis étant à moitié réglée, vous balayez le fossé du faisceau de la torche. L'oreille droite, mais dans le fond, peu importe de savoir si c'est la droite ou bien la gauche, bordel, a dû tomber dans le mouvement. Le temps presse, vous avez froid, vous en avez marre. Vous décidez alors de barrer mentalement la priorité 1 bis. Ça, c'est fait. De retour dans l'habitacle, vous retrouvez le visage candide de votre fille. Le problème, c'est qu'elle parle, et de préférence en forme interrogative. « Papa, pourquoi qu'on s'est arrêté ?» Parce que j'ai roulé sur une grosse boule de neige qu'il a fallu enlever pour repartir. Un bonhomme de neige. Oui, tout à fait, c'est ça. Des sales mômes ont eu la mauvaise idée de faire un gros bonhomme de neige en plein milieu de la route, et voilà, boum. Et pourquoi ça a fait crac? C'était le balai. On met toujours un balai dans la main d'un bonhomme de neige. Alors, crac. C'était qui les messieurs? Des déménageurs de bonhommes de neige. Comme il vous est impossible de regarder les gens droit dans les yeux lorsque vous mentez, même à votre fille, vous fixez le tableau de bord et plus spécifiquement l'indicateur d'énergie de la batterie. Le voyant plus/moins n'est pas allumé. Cela fait un problème de moins qui aurait pu vous tomber dessus en plus. Lorsque vous vous engagez prudemment sur la chaussée glissante, votre fille décide de relancer le dialogue. « Papa, est-ce que les bonhommes de neige ont des oreilles poilues ?» Vous freinez. Le véhicule dérape un peu. Vous stabilisez votre voiture, puis vous vous tournez vers votre fille qui joue avec l'oreille de biche ensanglantée. « Où t'as trouvé ça ?» Elle ne répond pas. Ses lèvres tremblent. Vous baissez d'un ton et tendez la main. « Donne ça à papa. »« Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Donne-moi ça tout de suite. » Elle se met à pleurer. Vous jette l'organe animal souillé sur votre manteau plus très propre et se lance dans un hurlement digne d'une sirène de pompier. « Méchant papa !» Vous récupérez l'oreille, ouvrez la fenêtre conducteur et la balancez dans le fossé. Une fois la fenêtre refermée, vous décidez d'assumer à fond la carte autorité. Papa n'est pas méchant. Papa n'est pas content parce que je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne pouvais pas t'asseoir à la place du mort. Pourquoi tu veux que je suis mort? Je n'ai pas dit que je veux que tu sois morte. J'ai dit que je veux que tu te mettes à ta place. C'est compris? Elle renifle d'un coup, se faufile derrière, puis baisse la tête en chouinant. Mets ta ceinture. Je sais pas la mettre. Vous vous détachez, lui accrochez en un tournement cette putain de ceinture, retournez à votre place, réaccrochez la vôtre et reprenez la route, bordel. Pendant l'instant de silence, vous vous dites que les priorités 1 et 1 bis peuvent être définitivement barrées. Le reste du trajet est silencieux. Vous vous sentez un peu comme un condamné, s'avançant volontairement vers le peloton d'exécution.
Certes, votre tendance à l'autodramatisation vous joue souvent des tours, mais vous devez reconnaître que c'est bien la première fois de votre vie qu'un repas de Noël se présente aussi mal. Quoique, vous vous rappelez d'un réveillon que vous avez passé seul en regardant Microcosmos tout en mangeant une boîte de couscous réchauffée au micro-ondes sans semoule, parce qu'elle était tombée sur le lino miteux de votre chambre d'étudiant solitaire. Donc non, ceci n'est pas la pire soirée de Noël que vous passez, car vous n'êtes pas seul. Vous fixez rapidement le rétroviseur, votre fille est calme, figée dans son siège réhausseur avec sa moue boudeuse. Même si votre enfant est votre plus grande fierté, vous ne pouvez vous empêcher de penser que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. En vous garant dans l'allée de la maison de vos beaux-parents, vous ne savez pas quelle est l'expression la plus appropriée. Enfin, nous voilà, ou bien nous y voilà. Avant d'affronter la priorité 3, votre chérie, il vous faut vous assurer que la deuxième est bel et bien réglée. Vous vous tournez vers votre fille et lui dites d'une voix volontairement douce et rassurante. « Ma chérie, nous allons entrer dans la maison de papy et mamie, et on ne parlera pas de ce qui s'est passé sur la route. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé sur la route ? On s'est arrêté, le bonhomme de neige, les messieurs, et puis tu m'as crié dessus. Voilà, tout ça, on oublie. On ne dit rien à maman. D'accord ? » Elle hoche la tête. Vous savez bien que l'humeur d'une enfant, surtout la vôtre, est très lunatique, mais vous avez appris par expérience qu'il n'existe aucune possibilité de dresser des statistiques fiables à ce sujet. Alors, Inch'Allah. Vous sortez, la libérez, lui enfoncez un peu trop son bonnet sur la tête, puis claquez la portière. La lumière extérieure de l'entrée s'allume, votre compagne va donc bientôt débouler avec ses rafales de questions. Vous prenez 2 profondes inspirations pour vous donner le courage d'affronter l'inévitable joute verbale. En levant les yeux, vous découvrez que votre beau-père a eu la lumineuse idée de décorer sa façade avec un renne clignotant. La porte s'ouvre, elle est là, les bras croisés, les yeux rouges et un air aussi furax que sarcastique. Vous affichez un sourire très gêné qui remplace un inutile « Joyeux Noël, ma chérie !» mais votre fille tire sur votre main droite et vous demande avec des points d'interrogation plein les yeux « On dit pas à maman que t'as écrasé un Bambi en neige qui a perdu une oreille alors ?»« Non, ma chérie, on dit pas ça à maman. » Vous êtes une femme comme toutes les autres, pour tout dire, une femme normale. Vous êtes sur le palier de la maison de vos parents, en train d'accueillir votre mari qui a plus d'une demi-heure de retard. Lorsque vous entendez votre fille tenir des propos bizarres, et que vous voyez votre conjoint afficher son air coincé, que vous ne connaissez que trop bien, vous avez des raisons de vous faire du souci. Mais contre toute attente, et sans doute par esprit de contradiction envers votre homme qui vous reprocherait une fois de plus de ne même pas lui laisser le temps d'en placer une, vous affichez un sourire un peu forcé et sans un mot, vous leur posez chacun une bise sur le front parce que c'est Noël. Lorsque vous déshabillez votre fille, vous faites 3 constats. Le premier, il a encore enfoncé son bonnet sur son crâne comme une chaussette de footballeur. Le deuxième, elle a pleuré, vous le savez. Une mère sent ces choses-là. La troisième, à en croire les taches sur son blouson, il lui a encore donné du chocolat pour avoir la paix en voiture. Vous reniflez, pouah. En plus, cela devait être un truc périmé. Aussitôt libérée, elle détale dans le salon pour rejoindre le reste de la famille.
Vous vous redressez en lissant votre robe dont vous n'êtes pas peu fier et qu'il n'a même pas pris la peine de remarquer ce rustre, et découvrez son visage barré d'un sourire complaisant à souhait que vous ne connaissez que trop bien lui aussi, ses bras ouverts vous invitant à faire un petit câlin, mais non, vous n'en avez pas envie. Faudra que tu m'expliques un peu tout ça. Avant de tourner le dos, vous observez sa réaction. Impassible. Pire, il a un air de celui qui aurait envie de dire « Je ne vois pas de quoi tu veux parler », mais, comble de la mauvaise foi, ne se fatigue même pas à le faire. C'est rare chez votre conjoint. Il est plutôt du genre à vouloir tout expliquer, tout détailler, à s'assurer que tout le monde soit bien d'accord avant de conclure une conversation. Sa réaction inhabituelle n'est pas sans vous inquiéter. Vous le laissez s'engouffrer dans l'arène familiale et prétexter une envie pressante pour vous réfugier aux toilettes, le tout en prenant bien soin de ne pas oublier votre iPhone qui fait de vous une femme 2.0. Et ma pouffe adorée, mon gars il se pointe une demi-heure en retard au repas de Noël avec ma fille qui raconte des cracks. Tu crois que ça craint ? Monique, votre meilleure amie hyper connectée, vous répond en un temps record. Renifle sa veste. À la manière de Mata Hari, vous vous faufilez des toilettes et inspectez le manteau de votre mari. Des taches, les mêmes que celui sur le blouson de votre fille. Vous reniflez, ça sent le fauve. Ouh là là, ça ne vous plaît pas. Retour Fissa au petit coin. Des taches de chocolat graisseux et une odeur de bouc. T'en dis quoi? Il a quel âge déjà, ton Gus? 39. C'est peut-être la crise de la quarantaine, genre il veut vivre des trucs nouveaux avec des copains homo. Ah non. Bon, je le cuisine et je te tiens au jus. Bisous, Beko. Votre réapparition dans le salon n'entraîne aucune ovation, et ce malgré votre belle robe dans laquelle vous avez réussi à rentrer, non mais... Certes, votre homme vous témoigne un réel intérêt, mais celui-ci est gâché par ce fichu sourire à la con. Cela lui donne un air efféminé, en effet. Elle n'a peut-être pas tout à fait tort dans son raisonnement, votre copine Monique. Vous évitez de répondre à son insignifiant « Ça va, ma chérie ?» en levant les yeux au ciel, puis vous arrachez énergiquement un cure-dent planté dans une carotte et la croquez dans le même geste. Il vous dévisage comme si vous veniez d'avaler un escargot vivant. Sa bouche s'ouvre, mais votre vibreur vous sauve la mise. Vous faites votre tête « Désolé, mais j'ai un texto. » Alors, attends, c'est en cours. Vous rangez votre précieux outil dans votre pochette en regrettant que votre robe ne soit pas pourvue de poches, même si cela gâcherait un peu les courbes que vous avez bien plus fluides depuis votre petit régime que tout le monde s'efforce d'ignorer. Votre conjoint a toujours l'air aussi coincé. Son attitude fait presque pitié. S'il n'était pas le père de votre fille, il vous ferait pitié. Mais à l'instant présent, vous le trouvez juste un peu... misérable. C'est peut-être pire. Je vais tout expliquer. Miracle, il parle. Ouh là là, vous retenez votre souffle pour ne pas perdre un mot. Donc voilà, on était en chemin et tu sais cette route toute défoncée avec des trous quand on contourne le village. Ils viennent de la refaire. Ah bon ? J'ai pas remarqué. Peut-être à cause de la nuit et de la neige, mon chéri. Il fait sa moue de « Ne te moque pas de moi », ce qui vous motive d'autant plus. Oui, bon, donc, des mômes avaient fait un énorme bonhomme de neige en plein milieu de la route, donc je me le suis mangé, donc ça a pris du temps, donc voilà. C'est bizarre, j'ai pris exactement la même route à peu près 30 minutes plus tôt et je n'ai pas vu un énorme bonhomme de neige en plein milieu. Il coince. Son mensonge n'aura pas tenu long feu. Tu l'as peut-être prise dans l'autre sens, la route. Mais c'est complètement con ce que tu me dis. Si je l'avais prise dans le sens inverse, je ne serais jamais arrivé ici. Vous marquez un point. Il se sent nul, une fois de plus.
Votre téléphone tressaute sur la table. Vous lui faites le geste mi-temps, puis vous vous penchez sur votre appareil. Alors ? Il ment. C'est rare, très rare. Votre fille déboule en chouinant. Maman, papy, il veut pas qu'on déballe les cadeaux qu'il a achetés au magasin du Père Noël. Vous jetez un œil sur votre père. Il est assis dans son fauteuil et affiche un visage qui remplace son sempiternel « Mes principes, j'y tiens ». Inutile d'insister, il ne cédera pas. Ce n'est pas encore le moment, ma chérie, mais bientôt. C'est quand, bientôt? Une vibration supplémentaire. Il était seul ou il y a un témoin que tu peux cuisiner? Ma fille, t'as raison, t'es une pro. Vous posez votre portable et prenez votre fille dans vos bras. Maman, c'est quoi que tu fais avec ton potable? Maman, elle envoie un texto à Tata Ninique. Chouette, je peux lui parler à Tata Ninique? Non, parce qu'elle est très occupée, mais on va lui envoyer un smiley. Maman, c'est quoi un smiley? Les petites têtes jaunes, rigolotes. Regarde, on va choisir à deux. Votre mari se lève et part rejoindre le reste de la famille. Les deux garçons de votre frère sont anormalement calmes, sans doute signe qu'ils ont fait une grosse connerie avant de venir. Si c'est le cas, cela leur évitera d'en faire une nouvelle avec votre fille. Ils ont souvent tendance à tester leur jeu débile sur elle. Vous remerciez le ciel de vous avoir donné une fille. C'est tellement plus malléable, une fille. Vous lui fourrez un portable dans les mains pour choisir une tête rigolote pour votre meilleure copine, qu'elle appelle sa tata sans se soucier des liens de parenté, et la crise de larmes est réglée. Alors que ces deux mâles, à part les emmener faire du foot en salle pendant 2 heures, et encore à condition de les laisser gagner la partie, impossible de les calmer. Le hic, c'est qu'ils sont tous deux animés par un sentiment réciproque de haine farouche et d'incapacité à être à plus de 10 mètres l'un de l'autre, tant et si bien qu'ils jouent nécessairement dans l'équipe opposée l'un de l'autre, et par conséquent, si l'un gagne, l'autre perd, c'est donc à moitié la paix, car forcément, celui qui a perdu se fait charrier par le viril vainqueur, ce qui crée un nouveau conflit. C'est sans fin. Alors, ma chérie, raconte-moi, c'était bien en voiture avec papa? Oui. Son oui est trop timide pour être crédible. Vous avez fait quoi? Vous avez chanté? Vous avez mangé du chocolat? Vous avez joué à la neige? Vous êtes allé voir des copains, papa? Elle fait non de la tête à chacune de vos réponses, le regard toujours fixé sur le petit écran. La main mollassonne de votre conjoint vous tapote sur l'épaule droite. « Mais laisse-la tranquille !» Vous rétorquez sèchement. « Je n'ai pas vu ma fille de la journée. Je parle avec elle. C'est normal. » Lorsque vous vous retournez, les deux diablotins sont face à vous. Très près, trop près. Ils louchent sur votre iPhone et demandent plus ou moins en chœur « Tati, on peut jouer à ton jeu vidéo ?»« Mais petit chou, on n'est pas des petits choux. »« Oui, bon, les garçons, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un portable. C'est fait pour téléphoner. C'est nul. » Ils tournent les talons sans prendre la peine de masquer leur déception empreinte d'un jugement sans équivoque. Tati, elle est trop nulle. Mais si c'est le prix à payer pour avoir la paix... Lorsque vous vous apprêtez à poursuivre votre interrogatoire, votre fille vous glisse des genoux. Vous tentez de la retenir, mais elle se déboîte le cou pour vous dire « Maman, je veux jouer avec mes cousins. » Fin de partie. Vous observez votre progéniture qui tente d'animer un peu d'intérêt dans les yeux de vos neveux. Seule l'expression tataninique les intéresse. Ils la reprennent en chœur, comme si c'était la dernière insulte à la mode. Votre père leur jette un regard furibard, ils se taisent aussitôt. Soudain, ce dernier lance sur sa chaîne hi-fi le célèbre tube d'Annie Cordy « Ta ta yo yo » que les enfants reprennent tous ensemble en s'attachant à bien remplacer yo-yo par Ninique. La distraction étant passée, il est temps de vous pencher sur le cas de votre mari.
qui a disparu. Vous rejoignez votre mère, qui, comme à son habitude, est dans sa cuisine et qui, comme toujours, est hyper énervée à cause de la viande qui refuse de cuire. Si seulement ton père avait voulu faire de la dinde, comme chaque année. Mais non, il a encore eu une de ses lubies. Donc, tu n'as pas vu... Si, il est parti téléphoner dehors. Vous passez par la porte du garage, ouvrez discrètement et surprenez sa conversation. « Mais non, Serge, c'est pas ça. » « Vous ne l'avez jamais aimé, Serge. J'ai bien compris qu'il faut prendre ses précautions. Mais là, dans l'urgence... » Il s'est enfilé, Serge, sans capote, pendant que votre fille se gavait de chocolat dans la voiture. « Mais non, c'est pas la peine de faire tout un foin. C'est réglé, je te dis. » Ah non, ce n'est pas réglé du tout. Mais ils étaient deux, ils m'ont bien soulagé, même si c'est moi qui devais faire le plus gros. Enfin, ça m'a coûté un billet de 50. L'horreur. Il a fait ça avec 2 inconnus et en plus il a dû payer. Au final, vous auriez préféré qu'il se fasse enfiler par Serge. Vous sortez en prenant soin de bien claquer la porte. Vous vous placez juste dans l'ombre. Ça ne rate pas. Quelques secondes plus tard, il apparaît à pas de loup, mais vous le surprenez de dos. Tu n'as pas répondu à mon texto. As-tu pensé au billet pour Jessie ? En fait, si, mais j'ai dû l'utiliser. C'est pas grave, je vais aller retirer du liquide. Où ça ? Je te rappelle que dans le village, il n'y a pas de distributeur. Je vais pousser un peu plus loin. Mais non, c'est Noël. Il traverse le garage et prend la fuite d'un pas résolu. C'est du jamais vu. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Vous restez dans le garage en vous couvrant le cou avec vos mains pour ne pas attraper froid et plissez les yeux pour bien voir son auto. Elle a l'air bien amochée, sa voiture. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur la route ? Je te l'ai dit, tu ne m'as rien dit de vraisemblable. Par contre, ton phare cassé, c'est pour de vrai. Je t'expliquerai. Il claque la portière d'un geste autoritaire et démarre. Vous fermez la porte du garage, puis vous vous palpez le corps en vous demandant où vous avez bien pu poser votre portable. Lorsque vous ressurgissez dans la pièce à vivre, vous sentez poindre les reproches du regard. Votre fille est en pleurs dans les bras protecteurs de papy. Ils t'ont fait des misères, tes cousins. Si elle n'était pas si chochotte. Votre belle-sœur s'adresse à vous sans aucune perfidie, mais avec un aplomb qui ressemble à l'élan du « fallait que ça sorte ». Vous prenez votre fille dans vos bras et retournez à votre place où, bordel, votre portable n'est plus là. Votre frère use de ses talents de médiateur, mais ceux-ci font petit bras. Face à l'agacement inhabituel de votre belle-sœur, à la fermeté bourrue de votre père et à la tendance qu'a votre mère à remettre de l'huile sur le feu en venant déposer un plateau de toast au foie gras qui se fait aussitôt assiéger par les 2 mouflés qui, comme toujours, sont au taquet. En quelques questions très simples, vous dénouez rapidement l'affaire. Jessie et Anthony la faisaient tourner bourrique lorsqu'elle voulait récupérer votre portable. Ce sont donc ces 2 petits diables, les coupables. Vous posez délicatement votre fille sur votre chaise, lissez votre belle robe, puis vous approchez de vos 2 neveux en souriant. Une fois accroupi près d'eux, Anthony vous propose un toast. « Tu veux du pâté, tata ?» « Ce n'est pas du pâté, mais du foie gras, mon cher Anthony, et avant de manger un toast, j'aimerais bien récupérer mon portable. » Votre voix est maîtrisée, mais le ton est tendu, vu que le lâche tend aussitôt son index vers son frère en lançant « C'est pas moi, c'est Jessie. Non, c'est lui. » Vous les laissez un peu jouer au ping-pong, puis tranchez en vous redressant d'un geste vif. Sur ce, vous braquez votre regard vers votre belle-sœur qui croyait s'en être tirée, mais bon. Bon, la voix du dialogue étant sans effet, je me tourne vers toi, à moins que tu me dises que ce n'est pas toi. C'est ton mari ? Elle déteste se faire moucher. Elle vous reproche très souvent d'être douée pour la parole. À la fois, ça fait un peu partie de votre métier d'avocate. Mais elle vous le tend avec un sourire un peu trop appuyé. Le voilà ton portable. J'ai préféré le mettre à l'abri.
Elle attend un merci, mais cela vous arracherait une corde vocale. Si ce n'est deux, alors non. Lorsque vous tournez les talons, elle en profite pour relancer. Ah oui, tu as plein de messages de Tata Linique. Tu devrais organiser une sortie avec les enfants. Je suis sûre que Jessie Anthony l'adorerait. Elle est en forme, votre belle-sœur, ce soir. En bon mâle, inactif et stoïque, votre frère et votre père ne ratent pas une miette de votre petit échange sympathique. Mais qu'importe. Votre réelle préoccupation est qu'est-ce qu'il bricole, bon homme, bordel de cul. Vous adorez jurer, enfin uniquement dans votre tête, ou avec Monique, ou bien seul aux toilettes, ou encore sur Internet. Bref, vous avez quelques petites zones de franche vulgarité, mais les frontières sont bien établies. Alors que vous rejoignez votre fille, il fait son entrée. Vous l'appelez il quand il vous énerve. C'est assez fréquent en ce moment. Entrée remarquée et saluée par votre frère qui, en bon arrondisseur d'angle, s'entend à merveille avec votre conjoint. Il s'adore autant que vous détestez votre belle-sœur et réciproquement. Vous lui jetez un regard défiant, un poil perfide, il faut le reconnaître, puis recommencez à questionner votre fille. « Alors ma chérie, raconte-moi ta journée. On a attendu les cadeaux du Père Noël et on n'a même pas le droit de les regarder maintenant. Et avec papa, c'était bien. Papa, il était occupé. On a fait un coloriage à deux, mais il va plus vite que moi, et lui, il dépasse pas. C'est pour te montrer, ma chérie. Et dans la voiture, papa m'a crié dessus. Vous savez comment la faire parler. Vous connaissez votre fille, comme si vous l'aviez faite. Et pourquoi il t'a crié dessus ? Il vient couper la conversation, le bougre. Mais arrête un peu de la questionner, tu ne vois pas qu'elle n'en peut plus d'attendre qu'on ouvre les cadeaux ? Si tu te sens d'attaque de négocier avec ton beau-père, tu peux toujours tenter ta chance, mais je te souhaite bien du courage. C'est facile, certes, mais ce soir, tous les coups sont permis. C'est lui qui a commencé. Contre toute attente, il ne se dégonfle pas. Il se dirige vers le fauteuil patriarcal et entame les négociations. Aucune chance, vous en êtes certaine, mais cela vous laisse le temps de tirer les vers du nez de votre fille, qui a pris la poudre d'escampette, elle aussi. Votre portable, quant à lui, est toujours là, votre bouée de sauvetage. C'est l'enfer ici, ils sont tous ligués contre moi, j'arrive pas à en savoir plus. Quelques secondes plus tard. Bon, j'ai pisté ton homme, pas d'actu FB ce jour, ni sur les autres blogs, où on le croise souvent. Donc, ça craint carrément. D'un coup d'un seul et sans prévenir, votre père se hisse de son fauteuil et lance à la cantonade, à la demande générale, ouvrons les cadeaux. Ouais! Ils hurlent pour 10, même s'ils ne sont que 3. Votre mère surgit de la cuisine, les yeux écarquillés, l'air tellement ahuri que la chute de la 3e tour du World Trade Center passerait pour un fait divers. Votre père cède à un de ses principes, c'est historique. Approche, ma biche. Vous savez qu'elle déteste qu'il l'appelle ainsi, mais cela vous fait toujours sourire. Ta biche, elle me donne bien des soucis, ta biche. Arrête de m'appeler comme ça. Qui aime bien, châtie bien. L'amour vache, cher à votre père, c'était à prévoir. Par contre, la réplique angoissée de votre mari vous surprend. Pourquoi vous parlez de biche ? Tout le monde se retourne vers lui d'un air éberlué. Aurait-il oublié que son beau-père appelle tout le temps sa femme ainsi ? Manifestement, oui. La pause dubitative prend vite fin car les garçons se jettent sur les paquets. Le papier cadeau vole dans les airs, les premiers cris de satisfaction ou de déception jaillissent de leur gosier. Votre conjoint s'esquive une fois de plus, mais vous le suivez dans le couloir et l'interpellez à voix basse. « Où vas-tu comme ça ?»« Chercher une enveloppe pour Jessie. »« Chut, je ne veux pas d'histoire. »« Moi non plus. » Il ouvre maladroitement chacun des petits tiroirs du meuble qui se trouvent dans le hall où vos parents déposent leurs clés et le courrier à poster. Il va trop vite et ne regarde pas, cela s'annonce sans fin. Vous ravalez votre rancœur, du moins pour le moment, ouvrez le bon tiroir, sortez une enveloppe, glissez le billet à l'intérieur, refermez le tout en inscrivant « Pour Jessie de la part de tonton et de tata ».
Il prend le précieux cadeau d'une remarquable originalité, puis fait demi-tour. Dans son dos, vous marmonnez « Toi, tu ne paies rien pour attendre. » Vous profitez de cette petite pause pour consulter votre mobile. Rien de neuf. De retour dans le salon, votre fille parle à l'oreille de son père. Étrange, eux qui n'ont aucune complicité. Vous voyez qu'elle tient dans ses mains le DVD de Bambi 2. Vous souriez, adressez un clin d'œil à votre mère, qui a bien écouté votre conseil, puis vous approchez de votre fille. « Alors, tu es contente de ton cadeau, ma chérie ? » ?»« Oui, j'aime bien les histoires de Bambi. »« Bambi est une bibiche, un peu comme mamie. Votre maman vous jette un regard noir, mais votre vanne provoque un éclat de rire général, alors elle laisse couler. Votre fille a le front plissé. Quelque chose la chiffonne. Les deux cousins entonnent sur l'air célèbre d'Annie Cordy « Mamie bibiche ». Tout le monde reprend en chœur, sauf votre fille, qui fait sa moue annonçant une inévitable crise de larmes. Vous vous apprêtez à arrêter de taper dans les mains comme une bimbo écervelée afin d'honorer votre devoir de mère, mais votre mari, qui est décidément bourré d'initiative ce soir, la prend dans ses bras et la réconforte en lui parlant à l'oreille. Le calme est revenu. Le salon est jonché de papier, scotch et cartons déchirés. Les garçons sont à 2 doigts de l'overdose de consommation. En bon maître de cérémonie, votre père claironne. Et maintenant, tous à table, pour la surprise de la soirée. La maîtresse de maison rappelle bien où chacun doit s'asseoir, car c'est important que chacun soit à la même place chaque année. Votre père trône en bout de table face à sa femme, qui est proche de la cuisine et de la baie vitrée, donnant sur le jardin encore un peu enneigé. Votre frère fait face à son épouse, leurs 2 fils les suivent, vous êtes devant votre mari, votre fille est sur votre droite afin de l'aider à découper sa viande. La chaise de devant est libre afin que votre mère puisse y poser les plats. Tout est parfaitement organisé. Cette année, Papy a eu envie de changer de menu. Encore une de ses lubies. Enfin, j'espère que ce sera cuit. Mais oui, elle saura tendre la viande, comme toi, ma bibiche. Votre mère s'éclipse en cuisine. Les garçons regardent d'un air coquin leur grand-mère. La tête de votre fille touche presque le bord de la table tellement elle boude. Votre conjoint cherche d'un regard inquiet les yeux de sa progéniture. Lui, il ne paie rien pour attendre. Votre mère surgit de sa cuisine en tenant avec ses antédiluviennes maniques vertes un plat monumental surmonté d'une tête de biche. Votre frère applaudit et éclate de rire avec ses fils. Votre belle-sœur fait la gueule pour changer. Votre père affiche un sourire radieux. Lorsque les garçons entonnent « bibiche, bibiche », votre mari et votre fille sortent de leur torpeur. Son visage se décompose, tandis que votre pauvre petite éclate en sanglots en hurlant « C'est la bibiche de papa !» Vous tentez de la consoler, c'est sans compter sur l'aide de vos 2 neveux, qui chambrent « Ouh, la chochotte !» et votre père qui s'esclave « Ah non, c'est la bibiche qu'a tué papy, pas papa !» Cela le fait rire. Les garçons aussi. Ils sont en admiration. Papy est drôle et en plus, il tue des animaux. Il se lève en balbutiant « Désolé, mais je crois que je vais me sentir mal. » Tout le monde le regarde sortir. Votre mère dit à son mari « Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée de mettre la tête. » Votre fille hurle comme une sirène d'alarme automobile suralimentée. Elle tient ça de son père. Les âmes sensibles, c'est pas de chez nous, ça, non. Votre père n'a jamais vraiment adhéré au côté sensible de votre conjoint et n'hésite pas à le rappeler de temps à autre, de préférence lorsqu'il n'est pas là. Vous regardez sur votre gauche, votre belle-sœur savoure votre malaise, tel le plus grand cru du raisin de la colère. Tout le monde assiste silencieusement,
sauf votre fille qui ne hurle plus mais chouine en faisant trembloter ses lèvres au découpage de la viande, qui en effet a l'air bien tendre. Votre mère n'en est pas peu fière. Soudain, votre père tape du plat de la main sur la table. Tout le monde se tait, même votre fille. Son regard furibard est fixé sur la baie vitrée. Votre mère tourne la tête vers sa gauche. Ce qu'elle voit lui fait lâcher le couteau des mains. Personne n'en croit ses yeux. Une biche. Elle est là, tranquille, et vous observe d'un regard décidé. Votre père regarde tout le monde et dit en chuchotant « Surtout ne bougez pas. Vous faites comme si de rien n'était, je vais aller chercher mon fusil et je vais flinguer cette putain de biche. » Personne n'ose relever le gros mot. Les deux mouflés chuchotent avec précaution. « On peut venir avec toi, papy ?» Le regard de leur grand-père est sans appel. C'est non. Au même instant, votre homme entre. Il se couvre la bouche avec les mains à la manière d'une actrice américaine qui assisterait à la destruction d'un parc d'attractions bourré d'enfants. Votre fille hurle « Je veux pas qu'on tue la bibiche 2 fois !» Il tombe, évanoui. L'animal s'enfuit. Déception et panique s'entremêlent. Le reste de la famille est bien décidé à passer une bonne soirée, et ce malgré l'hystérie de votre fille et la perte de connaissance de votre homme qui a définitivement laissé sa virilité au vestiaire. Il vous a gâché la soirée, mais vous finirez par connaître le fin mot de l'histoire. Il ne paie rien pour attendre. Lorsque le calme revient, votre père dit d'un air presque penaud « Cette année, on n'aura pas eu de la bûche, mais de la biche de Noël, et plutôt 2 fois qu'une. » Vous n'êtes pas une biche comme toutes les biches. Vous êtes une biche différente. Une biche pas normale. Vous êtes une biche extraordinaire. Vous le savez. On vous le dit souvent. Enfin, pas vos congénères qui ne maîtrisent pas plusieurs formes de langage comme vous. Non, eux. Eux, ce sont ceux qui ont 2 pattes, qui ont colonisé la planète et qui ont la prétention de tout savoir. Quand ils vous croisent, ils s'exclament « Oh, tu as vu la belle biche? Elle est magnifique !» Ils sont persuadés que vous êtes perdu, effaré, mais vous savez très bien ce que vous faites. Vous les observez. Il faut reconnaître que dans le corps qui est le vôtre, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et pour cause, vous n'avez pas de bras. Vous n'êtes pas doté de la capacité de parler, même si vous comprenez tout. Pour résumer, vous seriez la personne idéale pour changer le monde, si Dieu sait qui avait eu la bonne idée de vous réincarner dans un autre corps que celui d'une biche. Votre naissance ou renaissance s'est faite assez difficilement, vous devez l'admettre. D'ailleurs, vous l'avouez. C'est une preuve de votre sagesse. À peine dressé sur vos pattes, vous avez eu envie de dire « Putain, c'est quoi ce merdier ?» Mais seuls quelques vagissements sont sortis de votre gueule. Lorsque vous avez ouvert les yeux, vous avez découvert votre famille. Enfin, votre famille adoptive, car vous vous refusez de croire que vos géniteurs soient un grand cerf plus viril et sexiste qu'un terroriste afghan et votre mère une biche plus soumise et fragile qu'une nonne à son premier jour au couvent. Non, vous avez donc pris l'habitude de les appeler vos beaux-parents, ce qui est tout de même une marque de respect, car vous auriez pu les nommer parents adoptifs ou de substitution, voire famille d'accueil. Mais vous avez du cœur. Votre enfance et votre adolescence se passent de commentaires, car d'une part, dès votre chute brutale du ventre de votre mère, votre conscience était déjà aware, et d'autre part, le quotidien d'une biche n'a rien de très passionnant, rien de romanesque. Vous qui auriez pu écrire des nouvelles, des fresques, des sagas, des tragédies, des comédies, si seulement l'on avait daigné vous donner un corps humain, enfin humaine,
car vous avez beau être ouverte d'esprit, vous savez tout de même, et de source sûre, à savoir vous-même, que la femme est l'avenir de l'homme. À défaut d'une carrière littéraire, intellectuelle et philosophique de renom, vous vous contentez de survivre au quotidien. Une existence d'animal traqué et parqué. Parqué parce que votre ghetto se réduit à ce qu'il reste de ce qui devait être jadis une splendide forêt. Traqué parce que les week-ends, jours fériés, de bon matin, voire certaines nuits, des chasseurs s'amusent à exterminer tout ce qui tombe sous leur viseur parce qu'ils ont besoin de se détendre un peu tout de même. Le plus difficile pour vous, c'est de voir que vos beaux-parents passent leur temps à prendre des mauvaises décisions. Leur intelligence est limitée, leur choix se résume à des réflexes de survie. Vous savez tout cela. Mais la situation n'en demeure pas moins insupportable. Pas d'heure pour les repas, vous mangez quand vous trouvez, c'est tout. Pas de maison, vous errez tels des Roms sans caravane cherchant un espace herbacé. Pas de rythme de sommeil, pas de vie de famille, pas de sortie culturelle, pas de conversation, pas d'affection hormis des léchouilles baveuses, bref, c'est la zone. Vous avez pourtant tout pour être une princesse, une riche héritière de la noblesse, voire même une divinité incarnée sur terre. Mais non, vous voilà bloqué dans ce corps dépourvu d'utilité, hormis celle qui consiste à émerveiller les humains qui se disent que la nature fait tout de même bien les choses, ou bien pour servir de gibier aux prédateurs. Une vie de chien? Non. Une vie de biche, c'est pire. Vous pourriez raconter, développer, détailler, gloser, vous répandre en diarrhée verbale éhontée et nauséabonde sur l'injustice de votre triste sort. Mais non, vous êtes au-dessus de tout cela. Vous avez une haute estime pour l'art du récit qui vous impose de ne pas gaspiller votre prose en plaintes inopérantes. Si vous racontez votre histoire aujourd'hui, c'est que le jeu en vaut la chandelle. L'heure est venue. C'est maintenant. Et pour cause, la situation a totalement changé. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voilà seul. Votre belle famille n'est plus de ce monde. Il faut agir. Votre beau-père est décédé il y a quelques mois de cela. Banale histoire de chasse. Le dernier jour avant la clôture, en plus. C'est vraiment pas de chance. Vous avez pourtant bien essayé de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas aller par là. Leurs pièges, leurs appâts, leurs stratagèmes, vous les détectez très vite. Mais pas eux. Ce corneau de beau-père a décidé qu'il fallait aller dans cette direction. Il n'est pas nécessaire d'être un puits de science en stratégie guerrière, ni même en géographie forestière locale pour comprendre que leur but était de vous coincer dans un cul-de-sac. C'est à la frontière entre la terre et le bitume, et hors des limites de zones de chasse bien entendu, que sa vie prit fin. Un parking de friche industrielle, triste lieu pour se faire descendre. Votre belle-mère a survécu, c'est normal, c'est une femme. Enfin, une femelle. Mais après ce tragique et surtout très prévisible incident, elle s'est mise à déprimer. Quand bien même le peuple des biches et des cerfs n'est pas pourvu de psychologie affective très développée. La perte d'un être cher révèle en eux des talents insoupçonnés de tragédiens. Elle ne mangeait plus, ne buvait plus, ne dormait plus. Une vraie déprime. Si vous n'aviez pas été à ses côtés, elle n'aurait pas fait long feu. Grâce à vous, son sursis a duré un certain temps. Un certain temps de vie, qui ne devait plus signifier grand-chose dans son esprit limité. Vous auriez pu la laisser à son triste sort, mais vous avez décidé de l'accompagner jusqu'à l'instant de son dernier souffle. C'est dans votre nature, vous donnez, 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 sans jamais rien attendre en retour. Sainte Bibiche. La journée d'aujourd'hui a mal commencé. Depuis que la neige s'est un peu installée dans votre secteur, certes, vous êtes un peu plus tranquille avec eux, mais votre circulation n'en est que plus compliquée. Et pour cause, vous ne reconnaissez plus rien.
C'est pour cette raison que votre belle-mère s'est foulé une patte en atterrissant dans un fossé plutôt que sur de la terre ferme. C'était il y a quelques jours. Si vous aviez des bras et des mains, vous auriez fabriqué une attelle, confectionné un onguent à base de plantes naturelles, fait un massage shiatsu, mais vous êtes une biche et une biche n'a pas de bras. Vous vous êtes donc contenté de lui aménager un endroit tranquille, de lui apporter de quoi manger. Bref, le système débrouille animal au milieu préservé, pour le moment, de l'urbanisation sauvage. Le problème, c'est que votre belle-mère s'est prise d'une soudaine envie de fuir, sans aucune raison objective valable, et ce, avec une patte défectueuse. Vos hochements de tête, bruits incongrus et autres tentatives de la retenir en lui mordant l'oreille n'ont rien changé à sa détermination. Elle devait partir. C'est ce qu'elle a fait. Vous l'avez donc suivie, tranquillement, sans trop lui mettre la pression, restant sur le qui-vive au cas où, et le cas où s'est présenté. C'est maintenant. Un connard d'automobiliste lui fonce dessus. Certes, votre belle-mère n'est pas une flèche, mais en temps normal, elle s'en serait tirée facilement, sans hésitation. Son handicap a eu raison de sa survie. Boum, puis crac, et crac. Vous ne perdez pas votre sang-froid. Ne vous précipitez pas auprès d'elle pour profiter de ses derniers instants de vie. De toute façon, elle ne vous lancerait pas un « Je t'aime, ma fille » qui vous arracherait une larme, comme dans tout bon film américain. Votre immobilité n'est pas une mauvaise intuition, car cet idiot de conducteur a la riche idée de faire marche arrière, crac et recrac. Il n'y a qu'un mal pour faire ce genre de conneries. On aurait pu titrer dans les journaux « Mort 2 fois ». Encore faut-il avoir la capacité d'écrire des articles pour la presse locale dans la rubrique « Biches écrasées ». Lorsque l'abruti sort de son véhicule, vous ressentez aussitôt de la pitié, non pas pour lui, mais pour sa femme. Vous savez qu'il doit en avoir une, vu que sa progéniture s'agite dans le véhicule. Pauvre gosse. La tolérance a ses limites, celle de la connerie. Lorsque le délinquant se met à tirer votre pauvre belle-maman vers le fossé, vous prenez conscience que l'espèce humaine est non seulement la plus nocive pour la planète, mais aussi la plus ridicule. Difficilement, poussivement, en soufflant tel un bœuf devant monter une côte à 60%, vous avez l'impression qu'il ne va jamais y arriver. Lorsqu'il tombe dans le fossé, vous avez envie d'éclater de rire en lançant un « bien fait pour ta gueule ». C'est lorsque la seconde voiture arrive que les choses commencent à cesser de vous faire rire. Et pour cause, ils enfournent la pauvre bête décédée dans leur coffre de malheur. Lorsque l'un d'entre eux sort un couteau, vous ne le sentez pas, mais alors pas du tout. Le plus discrètement possible, vous vous approchez. Seule la gamine pourrait vous voir, si elle n'était pas obnubilée par les agissements de son père. Vous ne voyez pas tout, mais l'essentiel. Ces monstres mutilent votre ex-belle-mère de ses 2 oreilles. Leur voiture démarre. Vous ne pourrez même pas lui faire un enterrement digne de ce nom. À la fois, vous auriez eu du mal à creuser une tombe. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Récupérer le seul souvenir qu'il peut rester d'elle, ses oreilles. Encore faut-il les retirer des poches de cet abruti. La tâche s'annonce complexe. En toute objectivité, vous n'avez pas de projet précis pour les oreilles. Il vous serait bien impossible d'en faire un pendentif, un collier ou un porte-clés. Non, il s'agit juste de ne pas laisser ce type s'en tirer aussi facilement. Cette oreille n'est qu'un prétexte de vous venger de lui, votre cible, cet abruti. Il vous faut très peu de temps pour dresser votre diagnostic. Son attitude, sa démarche, son visage, sa manière de parler, sa mollesse, sa misérable soumission, tout cela fait de lui un pauvre type. Une fois les 2 bouchers partis, vous reculez un peu. Cet idiot de première classe se met en quête de sa boîte à mauvaises ondes. Il est tellement maladroit que vous êtes sur le point d'aller la déneiger vous-même.
Vous auriez été sans doute plus rapide que lui, même sans bras, mais il finit enfin par parvenir à ses fins. Une fois son Graal retrouvé, il saisit l'oreille de votre belle-mère et l'enfonce dans la neige. C'est franchement n'importe quoi. Il aurait pu l'enterrer proprement, la déposer délicatement sur un petit lit d'herbes sauvages, ou bien la hisser en haut d'un cairn de pierre. Mais non, il l'enfonce dans la neige au milieu du fossé, en plus, c'est complètement con. Les bas-côtés étant ce qu'ils sont, et votre corps étant ce qu'il est, vous avez peu de chance de la récupérer. Les voies des seigneurs sont impénétrables, tout comme la logique de ce pauvre bougre. Il se radine ensuite avec une lampe torche qui éclaire autant qu'une bougie chauffe-plat et commence à ratisser la neige. S'il était pourvu d'une once d'odorat, il aurait senti tout de suite qu'elle n'était pas là. Être une biche a tout de même quelques avantages. Soudain, il remonte dans sa voiture. Lorsqu'il démarre, vous vous promettez une chose. Je vais le suivre et lui pourrir sa soirée à ce pauvre type. À peine parti, le véhicule s'arrête, quelques mètres plus loin. Décidément, il ne sait pas ce qu'il veut. Vous entendez sa misérable voix s'acharner sur sa pauvre fille. Si seulement vous aviez les moyens de faire un signalement à SOS Enfance Maltraitée. Soudain, sa fenêtre s'ouvre et l'oreille manquante jaillit de l'habitacle pour atterrir une fois de plus dans ce fichu fossé. Il n'en rate pas une, ce con. Tout en gambadant dans la poudreuse un peu durcie, en faisant bien attention de ne pas glisser, vous tentez de bâtir un plan. Vous avez beau être une femme, enfin une biche femelle, courir et réfléchir en même temps demeure un exercice difficile. Cette tentative étant vaine, vous décidez de faire confiance à votre sens de l'improvisation. Vous trouverez bien une manière de le coincer. En dépit du paysage, la filature n'est pas une partie de campagne. Certes, il roule doucement, mais vous ne pouvez décemment pas le suivre en courant sur la route. Galère. À l'entrée du village, vous n'avez pas d'autre choix que d'emprunter la route à peine déneigée. Ils auraient pu faire un effort, tout de même. Les décorations de Noël clignotantes, les cheminées fumantes et tout le bonheur artificiel vous rappellent tellement de choses. Votre réincarnation est récente, cela ne fait aucun doute. Qu'avez-vous fait de mal pour vous retrouver dans le corps d'une biche ? Vos réflexions prennent fin lorsque vous repérez la maison devant laquelle votre proie s'est garée. Une chance, la demeure est juste à l'entrée du village et jouxte un bout de prairie. Cela vous offrira une possibilité de fuite en cas de problème. Encore faut-il qu'il n'ait pas tout clôturé. Cette obsession humaine de tout cloisonner vous paraît, depuis votre arrivée dans la condition animale, totalement dénuée de sens. Votre attente est, elle aussi, dépourvue d'intérêt. Maintenant qu'il est à l'intérieur, que faire ? Lui crever les pneus, chier sur le coffre, pisser sur la portière ? Miracle, il sort. L'espace d'un instant, vous regrettez de ne pas avoir fait vos besoins sur son véhicule. Il faut faire des choix dans la vie. Vous vous préparez donc pour une nouvelle course-poursuite. C'est reparti. Il vous fait galoper le con jusqu'au centre du patelin d'à côté, qui est un peu plus important vu qu'il est pourvu d'un bureau de poste et d'un distributeur de billets. Il s'arrête sur la place, laissant son moteur tourner et les phares allumés. Pas de respect pour l'environnement. Aucune autre opportunité de le coincer ne risque de se présenter d'aussitôt. C'est le moment d'agir. Vous approchez doucement de sa voiture. Il se débat avec l'automate et s'y prend à plusieurs fois, confondant son code de carte bleue avec celui de son code PIN, une flèche. Vous êtes en position, prête à lâcher un jet puissant sur son capot. Vous n'avez plus qu'à attendre qu'il se retourne. Voilà. Putain, c'est quoi cette merde ? Rien que de voir la tête qu'il tire vous convainc que les risques encourus en valaient la peine. Maintenant, phase 2, l'arrosage. Merde, mais c'est ma bagnole, j'y crois pas.
Comme quoi qu'il ne faut pas chercher très loin pour faire paniquer un pauvre bougre de son espèce. La petite commission étant terminée et la grosse ne se faisant pas sur commande, vous avancez doucement en le fixant dans les yeux. Il recule, inquiet. Que craint-il, ce crétin? Que vous allez lui sauter à la jugulaire? Il prend peur. Cela vous amuse. Lorsqu'il est contre le mur du bureau de poste et que vous n'êtes plus qu'à 2 mètres de lui, il se décide enfin à réagir. « Va-t'en, ça suffit maintenant, ouste, pchit, pchit. » Mais d'où peut-il sortir cette stupide onomatopée? Il fait mine d'aller vers sa droite. Vous le suivez du regard, il vous contourne. Alors vous vous retournez en prenant soin de ne manquer aucun de ses mouvements. Il ouvre doucement sa portière, vous hochez la tête vers la droite, sachant très bien que l'incongruité de ce mouvement suffira à le faire flipper. Il écarquille les yeux, son ahurissement croissant devient jouissif. Vous aimeriez bien lui tirer la langue, mais avec une gueule, ce n'est pas évident. Il continue de s'installer dans son véhicule tout en vous observant. La seule chose que vous arrivez à faire, faute de grimaces enfantines, c'est d'ouvrir à grand ce qui vous sert de bouche. Bingo! Il panique totalement. Le moteur vrombit, les phares vous aveuglent, mais vous ne bougez pas. Il fait sa marche arrière, puis reprend la route en sens inverse. À tout à l'heure. Le chemin de retour se passe de commentaires. Vous vous accordez une petite pause repas dans un petit carré d'herbe précautionneusement déneigé, à l'abri des regards. Ensuite, vous vous risquez à gambader sur la route, en vous disant que la circulation est quasi nulle à cette heure de la soirée et que vous les verrez venir de loin. Quel bonheur de ne pas avoir à adopter des comportements de biche afin de ne pas effrayer vos congénères. Vous êtes libre, libre de faire ce qu'il vous plaît. Foutre en l'air la soirée de ce pauvre type vous paraît un beau projet. Votre entrée dans le village est freinée par un groupe de fumeurs. Le temps de la cigarette n'excède pas 3 minutes, puis les intoxiqués rejoignent leur maison surchauffée. La voie est libre. Vous empruntez l'impasse en direction de ladite maison. Sa voiture est là. Vous avez bien fait de manger en route. La course digestive a eu des effets positifs sur votre transit. Les petites crottes molles viennent se poser sur le capot encore chaud. Vous pourriez vous arrêter là, mais ce triste cirque vous amuse tellement. La demeure étant vaste et pourvue d'un jardin à double entrée, vous contournez la maison. Vous passez du côté du garage qui doit donner sur la cuisine, car vous sentez une odeur de... les ordures. Prudemment, vous contournez la maison et avancez près de la baie vitrée en prenant soin de ne pas monter sur leur maudite terrasse en pierre bleue qui glisse comme une patinoire. Vous gardez vos distances, voire sans être vus, ou presque. Vous voilà face au maître de cérémonie, qui n'est autre que ce gros con de chasseur, celui qui mène les battues dans tout le secteur, le salaud. Que faire pour vous venger? Le temps de réflexion s'étire. Soudain, une bonne femme amène un plat avec une tête de biche décapitée posée sur un tas de viande saignante. L'horreur, ce sont des bouchers. Vous allez leur faire payer. Ce gros bonhomme aux joues écarlates aura droit à bien plus qu'un pipi-caca sur sa voiture. Merde, il vous a repéré. En chasseur rusé, il tente de s'esquiver en douce. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous savez très bien qu'il va chercher son fusil. Vous avez encore quelques instants pour le narguer. L'assassin de votre belle-mère entre dans la pièce. Lorsqu'il vous aperçoit, il tombe dans les pommes. Hourra! Mission accomplie. La gamine braille. Vous détalez, sachant que ce lourdeau aviné serait capable de vous tirer dessus en pleine rue. En galopant, vous ne pouvez vous empêcher de vous féliciter de votre numéro d'intimidation plus que réussi. Vous mémorisez l'adresse. Vous savez qui est votre prochaine cible.
La vengeance est un plat qui peut aussi se manger froid. Vous sortez de l'impasse, tournez sur la gauche en glissant un peu, deux phares vous aveuglent. Boum!